Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo vraiment spécifique pour distinguer borderline et pervers narcissique. Ce qui est important de vous rappeler, c'est que quand vous allez voir quelqu'un, justement pour voir si vous avez affaire à une personne qui serait perverse narcissique, parce que vous reconnaissez cette personne peut-être dans certaines caractéristiques, c'est important aussi que la personne qui vous reçoive ait des connaissances en psychologie. Pourquoi ça? Parce que justement, il existe d'autres types de personnes et de profils. Et donc, on va voir justement si oui ou non on a affaire à ça ou à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ressemblent, notamment le profil du borderline. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 caractéristiques de différence entre pervers narcissique, donc que ce soit un homme, que ce soit une femme, ou borderline, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc je rappelle qu'effectivement, le terme de pervers narcissique n'est pas inventé par les femmes, juste pour désigner des hommes qui n'auraient pas été corrects l'histoire d'un soir. Pas du tout. Donc ça c'est très important de rappeler ça, que effectivement il y a des femmes qui sont perverses narcissiques et que on va déterminer si une personne est comme ça par toute une série de comportements qui durent depuis un moment. Donc effectivement que quand on a affaire à l'un ou à l'autre, eh bien généralement c'est une relation qui dure depuis plusieurs mois. Alors je suis pas ok tout à fait de parler de relations avec les pervers narcissiques parce que pour eux justement ils ne cherchent pas de réel lien, ils cherchent pas vraiment l'amour, ils se moquent même de l'amour. Alors que les borderline sont en recherche de liens, effectivement ils ne comprennent pas l'amour, donc leur recherche elle est biaisée, mais il y a quand même un vrai désir d'aller se connecter à l'autre, voire même se rapprocher de l'autre, mais de façon très très fusionnelle. Donc là évidemment on voit bien qu'il y a une dépendance affective chez l'un comme chez l'autre, qui n'est pas du tout quelque chose de sain au niveau relationnel. Donc, on a déjà une distinction ici que je viens de faire, mais les distinctions que je voulais faire, les 6 points en question, viennent ensuite. Alors, le premier point, c'est vraiment l'empathie. L'empathie est très différente, c'est-à-dire que les pervers narcissiques vont faire semblant d'être empathiques. Autrement dit, leur empathie, elle est fausse. Elle est là juste pour récolter des infos sur vous et pour voir comment ils vont pouvoir vous manipuler. Et pour ça, il faut vous connaître un minimum, savoir ce qui vous touche, savoir ce qui vous passionne, savoir ce qui vous manque, quels sont vos rêves. Et ils vont vous servir vos rêves justement pour en fait vous attirer à eux. Et ça c'est très important parce que ça crée le lien de dépendance. Donc pour que vous soyez dépendant, il faut vous promettre quelque chose à la clé, sinon la manipulation ne fonctionnerait pas. Donc c'est pour ça qu'ils vont sembler être très empathiques. Les borderline, c'est complètement autre chose. L'empathie, elle est réelle. Au début, ils veulent vraiment vous consoler, être vraiment en contact avec vous. Donc il y a une empathie qui est vraie. Le truc, c'est que comme il y aura des crises, il y aura des périodes compliquées, cette empathie-là, on va pas la trouver durant les crises en fait. Donc on va se retrouver tout à coup devant quelqu'un qui n'est plus du tout empathique à ce moment-là parce que en crise. Et donc c'est assez déroutant. Donc l'empathie est réelle à ce moment-là, mais elle disparaît à un moment donné du contact. Donc c'est ça qui est assez déroutant, c'est que normalement la plupart des gens quand ils sont empathiques, ils le restent en fait. Et quand malheureusement on a affaire ici à un trouble de personnalité, donc quand la personne a un trouble de personnalité, ben, l'empathie tout d'un coup disparaît. Donc ça c'est un point très important, une distinction très importante entre les deux. Donc l'empathie n'existe pas, elle est fausse chez le pervers narcissique. Par contre, chez le borderline, elle peut être vraie, mais elle est limitée. Deuxième point, c'est vraiment la violence. On va parler vraiment de ce qu'on reçoit comme remarques, etc. Puisque l'un et l'autre peuvent nous faire des remarques assez acerbes, difficiles à entendre et effectivement blessantes. Le pervers narcissique, que ce soit homme ou femme, vont utiliser l'injonction paradoxale, vont vous dire tout et son contraire, vont faire des suppositions et vous allez devoir deviner ce qui ne va pas. Donc c'est pas clairement dit, c'est pas frontal, c'est pas direct et vous ne savez pas trop bien si vous avez été attaqué, vous ne savez pas trop bien si l'autre l'a fait exprès, vous avez perçu quelque chose mais vous n'êtes pas sûr de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux pervers narcissiques. Par contre, chez le borderline, l'agressivité, quand elle va apparaître, elle apparaît seulement au moment des crises. Et en fait,
elle est vraiment frontale. Donc l'agressivité, elle est directe, ils vont vous dire qu'ils ne vous aiment pas, donc c'est direct. Ils ne vont pas mettre l'effort du tout, justement. Donc il y a vraiment des reproches, des remarques acerbes, qui ne paraissent même pas logiques, mais qui sont vraiment directes. Donc quelque part, eh bien, rien n'est masqué à ce moment-là. L'agressivité n'est pas masquée, elle n'est pas souterraine, elle est là, elle est claire en fait. Donc ça, c'est vraiment une façon aussi de les distinguer. Une autre façon de les distinguer, c'est qu'au début, les pervers narcissiques vont se maîtriser et ils vont continuer de se maîtriser. Donc on a plutôt quelqu'un d'apparence froide, d'apparence aussi autoritaire, d'apparence calme. C'est une apparence, ils ne sont pas vraiment calmes, mais en tout cas en apparence, ben voilà, ils se maîtrisent. Donc ils n'ont pas vraiment d'impulsivité. Sauf vraiment exception, généralement ils se maîtrisent, ils savent ce qu'ils font, ils sont assez carrés, assez rigides, et justement on va sentir que on ne sait pas trop bien ce qu'il y a derrière, justement. Et donc on peut ressentir un malaise. Par contre, le borderline, c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, des émotions sincères, qui ne sont pas fausses, justement, et c'est quelqu'un qui essaye de se maîtriser, mais qui va perdre le contrôle. Tôt ou tard, c'est quelqu'un qui perd le contrôle. Alors évidemment que, en fonction des borderlines, donc le trouble de personnalité borderline, il peut être plus fort ou moins fort en fonction des personnes, donc c'est moins homogène. Donc ça veut dire que finalement, ces personnes-là, elles vont perdre le contrôle au moment des crises, et vous allez voir que ces personnes essayent justement de se maîtriser, de se contrôler, de faire ce qu'il faut. Parfois, on fait un petit peu trop justement à cause de ça. Donc, essayez de masquer aussi ce qui ne va pas chez eux. Donc, ils voudraient que ça fonctionne, mais ils n'y arrivent pas. Ils se contrôlent tellement fort qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus et ils perdent contrôle. Donc, vraiment, tout se dit à ce moment-là et effectivement on voit quelqu'un qui ne se maîtrise plus du tout et ça peut être très déroutant parce que justement, ça passe de l'un à l'autre. Ensuite, le cinquième point que je voulais aborder, c'est le fait justement que les émotions, donc j'en ai un tout petit peu parlé, c'est les pervers narcissiques, ils sont dans des émotions qui sont fausses, qui sont surjouées, qui sont théâtrales, et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. On ne sait pas exactement quoi, mais on sent que voilà, il y a un truc qu'on détecte comme étant faux en fait, mais on se dit, bon je n'arrive pas à détecter vraiment quel est le problème, et du coup, ce ne sont pas des vraies émotions, on ne sent pas l'authenticité en fait. À l'inverse des borderline qui sont en fait très authentiques dans leurs émotions à ce moment-là, au tout début en tout cas, ils sont très émotifs mais ils les donnent de façon assez brute finalement. Donc on sent cette authenticité et c'est ce qui va nous donner cette impression de connexion avec eux. Donc quelque part on cherche quelqu'un d'authentique, on cherche dans les belles relations des personnes qui vont être honnêtes avec nous, qui vont être vraies, qui vont être là et vraiment là, etc. Et on peut ressentir ça à certains moments avec les borderline. Évidemment que l'émotion va prendre le dessus à un moment donné et justement il y aura perte de contrôle. Mais ça n'en reste pas des émotions qui sont réelles. Donc ça c'est très important aussi parce que le pervers narcissique est irréel, il surjoue, il est faux, tandis que le borderline, il est vrai plutôt dans ses émotions. Même si ça ne veut pas dire que c'est sain parce que on ne sait pas trop bien ce qui va arriver ensuite et lui-même ne le sait pas. Alors ensuite, le sixième point, c'est vraiment que pour les pervers narcissiques, il n'y a vraiment que certaines personnes qui pourront voir que ces personnes dysfonctionnent. La plupart des gens ne verront rien. La plupart des gens vont croire aux apparences et ne pas se rendre compte que ce sont que des apparences parce qu'ils ne sont pas assez proches des pervers narcissiques. Et souvent, les pervers narcissiques, ils ne prennent que certaines personnes comme victimes. Ils vont les sélectionner et se dire « Ah je vais faire du mal à celui-là, parce que c'est plus intéressant, parce que celui-là est plus sensible ou parce que justement, celui-là peut m'apporter plus de choses. » Et donc, du coup, il y a toute une série de personnes qui ne vont pas voir le trouble, qui ne vont pas voir que ça dysfonctionne,
et qui même pense que tout va bien. C'est une personne qui est capable de donner le change et de se faire vraiment apprécier, de vraiment s'intégrer et donc de faire illusion. Tandis que les borderline, c'est pas vraiment la même chose. Tout le monde pourrait voir à un moment donné les débordements, le trouble, justement quand ils perdent contrôle, maîtrise. Et particulièrement, les crises vont arriver particulièrement avec les personnes desquelles ils sont les plus proches, dans le sens les personnes qu'ils voudraient garder le plus. Donc c'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre certaines personnes et les crises vont se faire sur les personnes les plus proches. Donc ça peut être les parents, ça peut être les conjoints, les frères et sœurs, etc. Donc des personnes qui comptent plus en fait que la plupart des autres. Et quand la relation est plus lointaine, eh ben, les borderline n'ont pas forcément de crise parce qu'il y a moins d'enjeux. Donc plus il y a d'enjeux, plus ils risquent de faire des crises et plus ça risque de se voir. Mais ils ne maîtrisent pas ça. Ça, c'est très important de comprendre ça. Le 7e point, c'est vraiment... Ah, je crois qu'il y a plus de points que ce que j'avais dit. Oui, c'est vrai, j'en ai rajouté. Bon, c'est rien. Le 7e point, c'est le fait que le pervers narcissique, c'est quelqu'un, donc homme ou femme, qui utilise vraiment bien les lois. Malheureusement, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations juridiques avec eux où ils peuvent gagner. Alors que justement, ils sont complètement en tort, mais ils savent utiliser les lois. En fait, ils font des choses vraiment en souterrain, ils manipulent et ils peuvent manipuler aussi les professionnels. Et ils peuvent manipuler effectivement tellement de personnes et des groupes de personnes. Et ça, c'est assez spécifique aux pervers narcissiques. Le borderline, généralement, on l'a vu, il perd le contrôle, donc à certains moments, il va avoir affaire à la loi, mais c'était pas prévu. Et généralement, justement, ils ne savent pas trop utiliser les lois à leurs avantages. En fait, ils se font prendre par la loi, justement, parce qu'ils ont dépassé des limites, puisque le trouble de personnalité borderline s'appelle aussi trouble de personnalité limite, et ça n'est pas un hasard, effectivement, il y a aussi un problème à délimiter clairement sa personne, la société, les règles de la société, à respecter les autres aussi. Donc, c'est-à-dire que forcément, il y a des problèmes de limite dans le trouble de personnalité limite. Et donc, du coup, ils vont avoir affaire à la loi et ils peuvent vendre la mèche. Ça veut dire qu'ils ne se défendent pas forcément bien. Ils peuvent essayer de cacher, de mentir, tricher, etc. Mais généralement, il y a des débordements et ces débordements-là vont les rendre coupables en tout cas. Donc c'est pas du tout la même chose, ils ne vont pas utiliser les lois avec la même aisance, généralement c'est assez justement différent. Et on peut même ajouter qu'au niveau de la manipulation, il y a de la manipulation des deux côtés, donc ça sera notre 8e point, il y a de la manipulation des deux côtés, mais les pervers narcissiques vont manipuler en souterrain, donc ça reste finalement peu visible, ils savent donner le change, ils savent tricher justement, et donc c'est assez subtil et donc plus difficile à détecter. Tandis que les borderline, quand ils vont manipuler, c'est parce qu'ils ont peur de perdre la personne les personnes auxquelles ils tiennent. Et donc du coup, effectivement, c'est une manipulation qui est gauche en fait. Une manipulation par rapport à laquelle on n'est pas forcément dupe. On va se dire, je vais lui faire plaisir, je vais faire semblant que je le crois, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à bien manipuler. Ils ne sont pas vraiment doués pour la manipulation, même s'ils arrivent à utiliser votre empathie, à se positionner comme des victimes, ou justement à se positionner comme des sauveurs aussi. Donc là, c'est une forme de manipulation relationnelle qui peut fonctionner, mais généralement, quelque part, vous n'êtes pas tout à fait dupe, et quelque part, vous rentrez dans ce jeu-là, plutôt consciemment, je dirais. Donc vous vous dites, oh c'est rien, je vais écraser, etc. Mais vous avez vu le problème quand même si vous l'avez plutôt accepté, plus ou moins, on va dire dans les faits. Vous avez écrasé, mais vous avez conscience qu'il y a eu un problème. Et le 9e point, finalement, il y a beaucoup de points. Je vous en ai donné 10 puisqu'il y en avait un au préalable. Donc le 9e point, c'est que la perversion narcissique, elle se guérit pas parce que c'est pas une personne qui souhaite guérir ni travailler sur elle. Le trouble borderline, le trouble de la personnalité borderline, eh bien, la personne pourrait vouloir effectivement travailler sur elle, et certaines personnes vont rentrer en thérapie, et ça va changer quand même les choses, mais
c'est un travail de longue haleine qui est compliqué, qui est difficile. Donc c'est pas simple de guérir à ce niveau-là. Et souvent la personne borderline, elle va un peu nier le problème à certains moments. Donc on peut remarquer que la personne rentre en thérapie et puis abandonne la thérapie. Il y a aussi un problème pour faire confiance. Donc qui dit thérapie dit thérapeute, donc il faut savoir établir un lien suffisamment de confiance avec le thérapeute et surtout savoir le maintenir. Et le problème du borderline, c'est maintenir les liens, c'est continuer d'être cohérent en fait. Et donc on va avoir des incohérences à ce niveau-là aussi. C'est une personne qui va dire oui, je veux être aidée, puis finalement non, tout va bien, ça va, je m'en sortirai tout seul, c'est pas grave, je vois que ça va mieux qu'il y a une semaine. Et du coup, ils vont osciller aussi au niveau thérapeutique, donc ils vont s'engager, se désengager, on ne sait pas trop bien s'ils veulent y aller ou pas. Ça dépendra aussi de la personne. Et donc, malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne rentreront jamais en thérapie parce qu'ils ne veulent pas, ça leur semble trop compliqué de faire confiance, surtout à une autre personne, et aussi parce qu'il faut arriver à dépasser cette étape de oui, il y a un problème qui est chez moi. Ils ont toujours tendance à rejeter les fautes, pardon. Donc, oui, à rejeter les autres et à rejeter les fautes sur les autres. Parce que justement, c'est trop compliqué de reconnaître au niveau égotique, parce qu'ils ont une douleur à ce niveau-là, une douleur narcissique aussi, donc ça c'est un point commun avec les deux, c'est que effectivement au niveau de l'ego il y a quelque chose qui est blessé, et donc comme ils n'arrivent pas à se dire c'est chez moi quel problème, parce qu'il faut être humble pour faire ça, eh bien ils vont rejeter la faute sur l'autre, et c'est ça qui peut faire beaucoup souffrir la personne qui est en face. Et c'est ça aussi qu'à certains moments ils veulent pas travailler sur eux, et quelque part il y a une perte d'authenticité aussi, et une illusion, ils se mettent dans des illusions, non, moi je suis pas coupable d'eux, c'est les autres qui m'en veulent, c'est les autres qui sont pas sympas, etc. Donc il y a une forme de paranoïa, mais qui va être relationnelle. C'est important aussi de comprendre que dans le trouble borderline, on peut retrouver d'autres troubles justement, et c'est pour ça que les diagnostics sont souvent compliqués et doivent vraiment être posés par un psychiatre, donc par un médecin psychiatre, parce que justement le trouble borderline, il faut le connaître avec précision pour savoir poser le diagnostic, pour ne pas justement confondre avec un autre trouble éventuel, parce qu'à certains moments, il peut y avoir, durant les crises, des formes de délire, justement, donc où on se dit, mais cette personne, je comprends même plus ce qu'elle me raconte, et là, effectivement, ça arrive quand on est face à un borderline que on comprend plus ce qui se passe, cette personne se croit... comment dire, espionner ou se croient rejeter sans l'être en réalité. Et donc, ils vont imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Et donc, il y a une forme de délire, de perte de contact avec la réalité. C'est comme s'ils étaient toujours à la frontière, si vous voulez, avec... entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, donc avec le délire. Donc il y a une possibilité de dépasser à certains moments cette limite et puis de revenir dans quelque chose qui est plus logique. Et donc, la grosse différence entre les deux, c'est le pervers narcissique, il peut pas guérir, il veut pas guérir. Le borderline, il pourrait guérir, en tout cas améliorer sa situation, parce qu'on va pas guérir en fait l'hypersensibilité. Et aussi, généralement, ils ressentent un vide intérieur, et comme ça va de pair avec ce qu'on donne comme sens dans la vie, et c'est très 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 personnel, et ça c'est pas quelque chose que on va guérir, parce que c'est à eux à trouver ça, à chaque personne à trouver du sens à sa vie. Et souvent ça reste manquant, même quand on a réussi effectivement, parce que la personne ne se fasse plus de mal à elle-même, et éventuellement ne soit plus non plus dans l'agressivité par rapport aux autres. Donc c'est très compliqué, parce qu'effectivement, eh bien, ces personnes-là sont prises dans toute une série de croyances par rapport aux autres, au monde, à eux-mêmes, qui dysfonctionnent en fait. Ils pensent qu'ils sont les pires personnes au monde aussi, ils ne s'estiment pas, donc il y a un problème d'estime, mais il y a une possibilité en tout cas de sortir de ça et d'améliorer la situation, ce qui est très différent des pervers narcissiques qui vont toujours rester pervers narcissiques dans toutes les relations. Et là, effectivement, on peut le dire, il y a un problème relationnel des deux côtés, avec une possible toxicité, en tout cas, elle est certaine avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Par contre, avec les borderlines, ça dépendra du travail effectué sur soi. Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux. Je pense que là, vous avez 10 points de comparaison qui sont essentiels justement pour distinguer l'un de l'autre. Et c'est important de distinguer l'un de l'autre
parce que en fonction de ça, vous saurez mieux comment vous positionner et de façon beaucoup plus juste par rapport à l'un et à l'autre. Et justement, les deux peuvent harceler l'autre, hein. Les deux peuvent envoyer beaucoup de messages, etc., se faire oppressant, etc. Donc, mais ce n'est pas du tout le même mécanisme. Les borderline auront tendance à envoyer des messages beaucoup et surtout avec des contenus insignifiants, inconsistants, qui vont dans tous les sens. Je t'aime mais je ne t'aime pas, tu es bien mais pas bien, enfin bref, ce genre de choses. Les pervers narcissiques, leurs messages vont être contrôlés aussi et généralement ils vont être, tout est suggéré si vous voulez. Donc il y a des attaques mais c'est suggéré, c'est subtil et une personne extérieure qui lit ça ou qui entend ce que la personne vous dit ne va pas forcément tiquer, ne va pas forcément en fait comprendre qu'il y a une agressivité. L'agressivité reste cachée et ça c'est important aussi de faire la distinction à ce niveau-là. Donc on a vraiment deux profils différents. Il est beaucoup plus simple de repérer qu'il y a un problème chez le borderline. Rappelons que le problème est dans la relation, dans le rapport à l'autre, hein, donc c'est normal en fait que vous ayez du mal à rentrer en relation avec un borderline, que ça soit compliqué de maintenir la relation, de l'établir et de faire en sorte qu'elle soit saine. C'est pas de votre faute, vous savez avoir de belles relations et donc même si vous avez ces capacités-là, dans une relation, en fait, on n'est pas responsable à 50-50 alors que beaucoup de personnes qui sont victimes de ce type de personnes-là vont, que ce soit pervers narcissique ou borderline, vont se dire bah non, une relation ça se fait à deux, donc chacun a la même responsabilité. C'est pas du tout vrai. Il peut y avoir une personne qui est super saine, capable d'établir des relations, qui va se retrouver en face de quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'a pas ces capacités-là, et qui du coup va se dire mais c'est de ma faute, alors qu'en fait pas du tout. Donc vous avez vos capacités, vous pouvez vous diriger vers des personnes qui, eux, sont capables aussi d'établir des vrais liens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petites frictions et des choses comme ça, mais ça reste quelque chose de sain, de normal, où on peut évoluer avec ça chacun, où effectivement le fait de travailler sur soi peut débloquer la situation. Quand vous voyez qu'une situation, elle ne se débloque pas, que vous voyez qu'effectivement vous souffrez dans la situation, que effectivement ça dure longtemps, qu'il y a des chauds, des froids, vous ne savez plus trop quoi, que vous-même vous déprimez, que vous-même peut-être vous vous intéressez plus à, à certaines substances, vous avez des comportements addictifs, vous perdez confiance en vous et des choses comme ça, ben, tout ça, ce sont des signaux d'alerte qui vous rappellent que c'est pas une relation bonne pour vous. Et donc, il faut quand même toujours apprendre à se protéger. Peu importe quelle personne nous avons en face de nous, ce qui est essentiel, c'est pouvoir se sauvegarder soi. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi. Et donc, aussi parfois devoir mettre à distance certaines personnes pour justement prendre soin de soi et pour justement se donner peut-être d'autres chances parce que vous avez le droit d'avoir envie d'avoir des relations qui sont saines, épanouissantes et il n'est pas question de se juger et de se culpabiliser. Attention justement aux personnes qui vont vous faire cette remarque: ah mais non, hein, tout le monde est responsable d'une part de la relation quand on est en relation avec quelqu'un. Ben non, pas dans des cas comme ça où on est face à des personnes qui dysfonctionnent, hein. Donc voilà, ne vous sentez pas responsable alors que vous ne l'êtes pas responsable. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.